Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse, je commence comme les vieux. En 64, je passe mon permis, tout de suite, j'achète une coccinelle d'occasion et je fais le tour de la Méditerranée avec. Vous voyez, ça marchait bien. Et donc, je suis très content de vous recevoir. Je me suis plongé un peu dans l'aventure Volkswagen, quand même extraordinaire. D'abord, c'est incroyable, les chiffres sont vraiment impressionnants. J'ai vu que d'abord, vous êtes premier constructeur mondial, que vous avez célébré votre 150 millionième voiture, enfin c'est quelque chose d'absolument fabuleux quoi, hein, comme aventure. Mais l'aventure la plus extraordinaire, ce sont vos projets. C'est le virage vers la voiture électrique. Et avec ce virage vers la voiture électrique, j'ai découvert avec vraiment beaucoup d'intérêt la vision de la voiture de demain. Le fait que le groupe, du coup, n'est pas simplement un constructeur, mais aussi un organisateur, aussi un vendeur de solutions financières, un loueur et un fabricant de logiciels pour la voiture précisément. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est l'aventure qui mène vers quelque chose qui sera sans doute plus tard, je ne sais pas, une voiture autonome, interconnectée, qui renseignera le conducteur, qui sera peut-être même plus conducteur sur tout ce qui se passe sur la route, etc. Donc c'est vraiment une aventure extraordinaire. Mais est-ce que cette aventure n'est pas pour l'instant tout d'un coup se heurte à des obstacles? Vous allez nous dire, Monsieur le Président, quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur ce développement, sur cette aventure et sur son calendrier? Merci de l'invitation. Effectivement, le groupe Volkswagen est un groupe mondial. Alors on est premier, deuxième, ça dépend des années. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité forte, puisque comme vous l'expliquez, on a un poids énorme en termes de mise à la route, de véhicules, de solutions de mobilité. Et c'est pour ça qu'on prend nos responsabilités. On aura l'occasion d'en parler davantage. Et pour revenir sur votre question concrète, oui, c'est vrai que la guerre en Ukraine a des conséquences, mais évidemment des conséquences dramatiques et humaines. Avant de parler de la situation économique, nous on a des équipes en Ukraine donc, qui ont été bien évidemment impactées. On a eu énormément d'actions de solidarité, bien évidemment, ça c'est notre contribution. En Russie aussi, on a eu des personnes pour qui la situation est assez compliquée, qui maintenant se retrouvent au chômage partiel, donc on prend ça en charge bien évidemment. Sur le point que vous évoquez sur la situation plus économique, on n'a pas de site de production en Ukraine, mais il faut savoir qu'en Ukraine, on a des fournisseurs importants, notamment Leoni, qui fait tout le câblage de nos véhicules, une grande partie de nos véhicules. Donc c'est vrai qu'on a une situation qui a été assez compliquée. On a eu des contraintes d'approvisionnement qui se cumulent avec une période post-Covid assez compliquée. On reviendra peut-être sur la situation des semi-conducteurs, qui reste compliquée, avec un horizon qui commence à s'assainir, mais on voit, et ça fait partie de l'évolution forte de nos véhicules, vous le disiez, connectés, électriques, embarquent de plus en plus d'électronique, de composants qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir sur nos véhicules, et là il faut qu'on fasse face, faut faire face à une demande mondiale en forte expansion. Donc la crise en Ukraine, elle a eu des conséquences à court terme sur nos approvisionnements, qui sont maintenant, je dirais, pratiquement réglés. Le front s'est déplacé sur l'Est. Nos usines sont sur l'ouest, alors c'est vrai qu'il y a encore un peu des contraintes de logistique, mais tout ça est en passe d'être réglé. Et après, il y a d'autres conséquences au niveau mondial sur, bien évidemment, l'économie. On est en train de faire face aussi à une inflation en Europe qui est forte. Ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, on a des perspectives économiques qui vont nous amener à redoubler l'efficacité, ça c'est clair. Est-ce que vous allez rapatrier des choses? Est-ce que c'est parce que les longues chaînes de valeur, par exemple les semi-conducteurs, c'est Taïwan en général qui fait des semi-conducteurs, et les retards de livraison, tout ça, ça finit par poser des problèmes. Je vois qu'il y a une tendance maintenant à rapatrier les installations de production. Vous-même, comme vous êtes maintenant dans l'électrique, et vous êtes obligé aussi de penser aux batteries, et donc d'avoir des usines, de construire des usines, d'éviter qu'elles soient toutes construites au Japon, en Chine ou en Corée, etc. Alors ouais, là, je tiens quand même à expliquer quelle est la position du groupe Volkswagen, qui peut différer d'autres constructeurs automobiles. Le premier point, c'est qu'évidemment, un constructeur mondial, on produit entre 10 et 11 millions de véhicules par an, donc c'est certain qu'on a les 120 usines que nous avons, elles sont implantées localement au plus près de nos marchés. Si je regarde, donc on a une forte position en Europe, je reviendrai.
La Chine est, avec l'Europe, un de nos principaux marchés. On fait entre 40 et 45% de nos volumes en Chine. Donc bien évidemment qu'on a, pour la Chine, pour des raisons de logistique, mais aussi légales, on est fortement implanté en Chine. Quand on attaque le marché sud-américain, qui est un marché assez cyclique mais important pour nous, où on est présent depuis des années, on avait la coccinelle que vous évoquiez, on a fait le succès de la marque, le transporteur aussi. Donc on a des usines au Brésil, en Argentine pour couvrir ce marché. Même chose aux États-Unis, on est présent en Afrique du Sud aussi et au Kenya par exemple pour couvrir l'Afrique. Donc on a une implantation qui est mondiale. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un constructeur qui a une implantation forte en Europe. Et si je regarde en Europe, on est un constructeur encore avec une importance germanique élevée. On a des usines qui sont toujours en Allemagne, en Tchéquie, parce qu'on a la marque Skoda, très très fortement en Espagne, mais aussi en Grande-Bretagne avec Bentley. Donc l'Europe, pour nous, elle est très très importante et on n'est pas du tout dans une logique de délocalisation. Aujourd'hui, tous les véhicules électriques, que ce soit ID3, ID4 ou je sais pas, une Porsche Taycan, elles sont fabriquées en Europe pour l'Europe, donc essentiellement aujourd'hui en Allemagne, c'est ça qui est important. Et quand vous parlez d'usines de batteries, il faut savoir que donc là aussi on est dans une révolution incroyable. On va construire ce qui s'appelle des gigafactories, 6 en Europe, 240 gigawatts. 6 en Volkswagen, pour Volkswagen. Pour Volkswagen Group, Volkswagen et l'ensemble de ses marques. Avec des partenariats différents. Alors on a des usines qui sont en propre, on a un partenariat en Suède avec Northvolt, d'accord. Les autres sont en propre et on vient donc d'annoncer donc à Salzgitter, donc qui est à côté de Wolfsburg, qui va se devenir la Valley Battery, comme on l'appelle chez nous. Donc là, un premier investissement, c'est 2 milliards d'euros qui sont investis, 3000 personnes qui vont travailler dans cette usine de batterie. Et vous l'avez peut-être vu récemment, on vient d'annoncer un plan énorme sur l'Espagne, ouais, d'électrification de l'Espagne, à Valence exactement, batterie, usines qui vont aussi préparer dès 2025 l'introduction de petits véhicules électriques, parce qu'il faut qu'on démocratise l'électrique. Donc c'est SEAT. J'avais oublié de dire qu'il y avait 12 marques. Enfin, c'est souvent... Ah, on en a plus. Ah mon Dieu, on est à 16. On est à 16, ça évolue. Donc l'Espagne, 10 milliards d'investissements et des véhicules de petite taille, donc type Polo et Ibiza, qui vont passer en électrique, donc sur les marques Cupra, Volkswagen et Skoda. Oui, j'ai été un peu attristé que ce ne soit pas en France, cet investissement, mais enfin bon. Et ça m'avait rappelé le chiffre extraordinaire du président du groupe mondial, qui était 44 milliards d'euros d'investissement dans les 10 années, ou je ne sais, en tous les cas, pour passer au virage électrique. Donc c'est très impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y avait une espèce de marche vers l'électrique avec un horizon à 2040, je crois, pour que 100% des véhicules neufs soient électriques. Et à ce propos, le Parlement européen veut encore accélérer les choses. Je ne sais pas si ça va vous poser problème, ça pose problème à beaucoup de constructeurs. Le Parlement européen voudrait 2035 et pas 2040. Bon, alors donc il y a cette petite difficulté-là. Trinity, vous pouvez nous parler de Trinity un peu ? Oui, je peux parler de Trinity, même si vous avez donné avant plein de sujets sur lesquels j'aimerais bien rebondir. Oui, allez-y. Je le ferai. Peut-être juste pour préciser, on a eu de l'inflation aussi sur nos investissements, puisque c'est en fait les 44 milliards sont devenus 89. Wow. Donc de 2022 à 2026, nous allons investir 89 milliards d'euros dans la transformation du groupe. Sur ces 89 milliards, schématiquement, il y en a 52 qui sont dédiés à l'électrification de nos véhicules. Pour être un peu plus concret, quand on investit 52 milliards, ça veut dire que d'ici 2025, notre gamme électrique, c'est 50 véhicules différents purement électriques. 50. Donc c'est la gamme 50. 50. Donc chez Audi, chez Bentley, chez Volkswagen, et ainsi de suite. 50 véhicules différents. Donc on est dans une accélération à marche forcée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, vous en avez parlé dans votre introduction, c'est la transformation qui va au-delà du véhicule, c'est le développement des services. Oui. Et pour ça, il faut maîtriser les softwares. Alors les softwares, les logiciels. Exactement. Oui. Donc ça, c'est plus de 30 milliards d'investissements. Et pour nous, c'est une mutation qui est incroyable. Et alors vous travaillez avec Bosch, non ? On a un partenariat avec Bosch, on est très très bien renseigné. Non, mais je me renseigne. Exactement, notamment sur la partie batterie, développement des batteries. Mais on veut aussi développer par nous-mêmes et maîtriser le développement des softwares.
Pourquoi? Parce que précédemment, finalement, un constructeur automobile, son cœur de compétence, il était sur la maîtrise des motorisations, des boîtes de vitesse. Nous, on est encore un des rares constructeurs à faire ces boîtes de vitesse, les fameuses DSG. Demain, quand on passe sur l'électrification, un moteur devient relativement standard. Il n'y a pratiquement plus de boîte de vitesse. Donc, la différenciation, elle va se faire sur tout ce qu'on appelle le management des batteries, l'interface entre les véhicules et les infrastructures, et ainsi de suite, partir vers la conduite autonome. Et tous ces éléments sont extrêmement importants. Et nous, le parti pris qu'on fait dans le groupe, c'est nous avons développé une société qui s'appelle Cariad. Oui. Cariad, aujourd'hui, c'est 6 000 développeurs. À terme, c'est 10 000 développeurs. Et je crois que c'est vraiment important qu'en Europe, on se dote de compétences sur ces éléments qui sont aujourd'hui très très en avance aux États-Unis et en Chine. Et en Europe, finalement, on joue un rôle, on a plein de startups, c'est très très bien, mais il faut aussi des groupes qui investissent sur ces domaines. Et finalement, peu de personnes le savent. Aujourd'hui, le premier développeur de software en Europe, c'est SAP. D'accord? Donc, il faut que nous, on existe dans ce domaine. Oui, alors, en effet, et c'est d'ailleurs tout à fait passionnant, vous devriez nous raconter un peu de science-fiction, un peu d'imagination. Vous entrez dans la voiture et votre logiciel va vous aider à trouver la bande de recharge, bien entendu, va vous aider à savoir ce qu'il y a dans le trafic routier, va éventuellement vous proposer the entertainment, comme on dit maintenant, ouais. C'est-à-dire la musique ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité. C'est déjà la réalité. Voilà. Mais si vous voulez, ça va être très important, l'interface entre la voiture et la bande de recharge. Et donc, ce qui est très intéressant dans le développement de Volkswagen, c'est qu'évidemment, la voiture seule, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'occuper du reste, c'est-à-dire de la route, de la bande de recharge, de la batterie, etc. Et donc, ça oblige Volkswagen et sans doute tous les autres constructeurs à avoir une palette tout à fait remarquable et différente. Donc, le métier est différent. Et finalement, vous allez devenir un spécialiste de la mobilité. Complètement. Voilà, de la mobilité interconnectée dans le monde de demain. Tout à fait. Donc, alors, racontez-nous Trinity, tout ça. Alors, Trinity, c'est un projet qui va arriver en 2026 à Wolfsburg, dans une usine nouvelle, ultra moderne. Donc, pour vous donner schématiquement la logique, là aussi, en termes de production, c'est de passer de, grosso modo, 30 heures à 10 heures, exactement. Parce qu'il y a un concurrent qui le fait, c'est Tesla. Il y a un concurrent qui le fait, donc effectivement, il y a des fois il y a des bons benchmarks. Après, il faut faire attention dans les systèmes de calcul, comment on le fait, mais c'est sûr que l'avantage de Tesla qui part d'une feuille blanche, qui construit une nouvelle usine, ils ont un avantage énorme. Si vous êtes venu à Wolfsburg, c'est la plus grande usine au monde, donc c'est certain que quand on veut optimiser tout ça, il faut arriver à compacter, il faut arriver à revoir. Il y a du gigacasting et ces éléments qui sont en place aussi pour arriver à produire plus vite, plus rapidement. Mais pour ça, il faut aussi passer sur des nouvelles usines, mais aussi des nouvelles technologies, notamment des nouvelles plateformes. La plateforme, c'est ce qu'on appelait le châssis avant. C'est le châssis, mais c'est un châssis qui va embarquer effectivement énormément maintenant de composants électroniques, de software. Donc cette plateforme, elle s'appelle SSP, et c'est ce qui va aussi nous permettre d'aller plus loin dans l'automatisation des véhicules, donc le développement de la conduite autonome, et puis aussi des softwares, de l'interaction avec le monde extérieur, et exactement ce que vous évoquiez, avec notamment la recharge. Alors la recharge, alors évidemment c'est un autre sujet qui est celui de la bande de recharge. La plupart des gens qui hésitent devant l'achat d'un véhicule électrique se posent la question de la recharge. Est-ce que je pourrais facilement recharger la batterie de mon véhicule? Et là vous avez vous-même donc développé dans le groupe Volkswagen des sociétés, enfin même avec des bandes de recharge différentes. J'ai pas très bien compris. Il y avait Unity, il y avait comment vous avez appelé ça? Charge, je ne sais Charge quoi. Now. Charge Now, je ne sais pas. C'est toujours en anglais, évidemment, parce que quand vous voyez non. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces bandes de recharge et de l'interface. Est-ce qu'on peut les payer avec des cartes bancaires, comment, etc., des choses de ce genre-là? Alors sur la partie recharge, effectivement, quand on passe au véhicule électrique, on se rend compte qu'il faut qu'on soit capable de parler d'un écosystème. Donner un véhicule, ça ne suffit pas. Il faut assurer différents éléments, et notamment réassurer le client sur la recharge. Il y a plusieurs éléments. Si j'élargis un peu le débat, on voit que le passage au véhicule électrique, il a subi différents freins. Il y a eu celui de l'autonomie. Au départ, c'est vrai que nous, quand on a lancé les premiers véhicules, on avait des autonomies qui étaient en dessous de 200 km. On est maintenant avec les nouvelles générations de véhicules type ID5, Q4, à des autonomies qui sont supérieures à 500 km.
On va d'ici quelques mois, années, passer à 700 km. Donc grosso modo sur des autonomies qui sont Vous allez passer à 700 km. 700 km. Bon, Identique tout le monde entend 700 km. Ouais, 700 km, il n'y a pas de problème. On peut objectivement faire plus. Pas sur autoroute. Enfin, ça dépend à quelle vitesse vous roulez, c'est toujours pareil. C'est 700 km, c'est le cycle WLTP, mais finalement, c'est la même chose avec un véhicule thermique. Vous savez très bien qu'entre le cycle et la réalité, il y a des différences. Sur le véhicule électrique, c'est la même chose. Et c'est vrai que l'utilisation sur autoroute, si vous êtes à 130 km/h, est certainement celle qui consomme le plus. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément celle qui correspond le plus à l'usage. L'usage, quand on regarde les kilométrages qui sont faits par les personnes, l'usage autoroutier sur les 13 000 km que vous faites par an, il est minime. Mais n'empêche qu'il faut qu'on le résolve, et il faut qu'on le résolve en multipliant les solutions de recharge, qui restent importantes. Les solutions de recharge, elles sont de deux types. Il faut pouvoir se recharger à domicile, donc ça c'est bon, le wallbox et autres. Donc il y a des éléments là-dessus, on va dire que c'est, bien évidemment si vous êtes en logement individuel c'est plus simple, il faut encore qu'on avance dans type Paris et autres, on voit bien que c'est pas, contrairement à ce que j'en pense, c'est pas à Paris qu'on a les meilleures pénétrations de véhicules électriques, parce que c'est compliqué de s'en recharger. Ouais. D'accord ? Et après, il faut qu'on mette à disposition des personnes qui se déplacent l'accès aux superchargeurs. Donc un superchargeur, grosso modo, c'est la capacité sur une ID4 de recharger de 20 à 80%, donc de prendre un peu plus de 300 km d'autonomie. Maintenant, on est en 22-23 minutes sur les nouvelles versions qu'on vient de développer. D'accord ? Donc ça, c'est important qu'on ait un maillage. Et nous, on considère que comme constructeur, on doit contribuer à ce développement. On n'est pas les seuls, on attend que les gouvernements aussi nous aident. En France, il y a le plan 100 000 bornes de recharge qui, bon, on n'y est pas encore, mais ça accélère, c'est bien. Mais les superchargeurs sont clés. Donc nous, on fait partie du consortium avec Ionity. Ça, c'est très bien. Et Ionity se concentre essentiellement sur les autoroutes. Et on considère qu'on doit aller plus loin. Donc on prend des initiatives. On a la chance d'avoir un réseau en France avec nos différentes marques qui a une belle capillarité. Donc on a décidé avec nos partenaires d'investir. Et d'ici la fin de l'année, on aura 200 superchargeurs. Enfin, on aura 200 sites accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc qui vont aussi permettre d'accélérer ces éléments. On a d'autres partenariats, je regarde mes collègues qui ont négocié avec Allego, le groupe Bertrand, pour s'associer effectivement, mettre des superchargeurs dans des points de restauration, c'est important. Et on a énormément d'initiatives, on est en partenariat avec BP au niveau européen, avec Iberdrola, avec Enel, donc grosso modo en Europe, on est partie prenante de 18 000 superchargeurs. 18 000, directement ou via des partenariats. Parce qu'on considère qu'il est de notre devoir d'accélérer. C'est bien. Alors dites-moi sur 2035 là. Alors sur 2035, effectivement, vous en avez parlé. Il faut que le gouvernement, l'Union européenne a indiqué qu'on va passer pour les véhicules neufs en 100% véhicules électriques. Quand on regarde notre schéma, donc on a une stratégie groupe qui s'appelle New Auto, on est dans cette dynamique. Si je prends deux exemples, chez Audi, à partir de 2026, il n'y aura plus aucun moteur thermique sur les véhicules neufs. 2026. Donc on n'a aucun problème pour être à 100% en 2035. Chez Volkswagen, on a déjà annoncé 70% des véhicules en Europe seront électriques en 2030. Donc 5 ans plus tard, on n'aura sincèrement pas de grands problèmes. Je parlais des capacités qu'on est en train de mettre en place sur des 6 gigafactories. Donc nous, on est en ordre de marche. Cette transformation, elle a commencé. Et le fait que les gouvernements aient une position claire sur 2035, c'est les députés là. Oui. Les députés, oui. Après, ça va être transcrit dans chaque pays. On est en phase et on est dans cette, on se prépare à cette logique. Très bien. Alors les hybrides, alors racontez-moi quelle est la destinée des hybrides alors maintenant? Alors, les hybrides, c'est une très bonne solution, mais c'est une solution de transition. Alors jusqu'à quand? Grosso modo, les derniers hybrides vont être commercialisés après 2030, d'accord ? Parce que quand on parle de véhicules neufs 2035, ça veut dire que jusqu'à cette date-là, on pourra continuer à avoir du véhicule thermique qui est optimisé, qui consomme de moins en moins, et les véhicules thermiques continueront à être commercialisés, mais en tout cas, ils ont un point d'arrêt chez nous à 2000. On peut encore optimiser les véhicules thermiques jusqu'à. On peut encore optimiser. Ça ne pose pas de problème pour le business model, un peu de faire les deux? C'est clair, c'est un choix. Typiquement, chez nous, on fait le choix, par exemple, on a arrêté le flex fuel, on a arrêté le CNG,
on arrête de travailler sur, par exemple, on n'a pas fait de micro-hybridation sur nos petits véhicules parce qu'on est concentré sur le véhicule électrique, donc il faut qu'on fasse des choix, ça c'est clair. On a fait aussi le choix de ne pas investir dans l'hydrogène sur les véhicules particuliers parce que pour nous c'est un non-sens. C'est un non-sens en termes de déperdition d'énergie pour le savoir, surtout si on n'arrive pas à faire de l'hydrogène vert, qu'il vaut mieux employer sur d'autres segments comme du naval ou du transport de masse, mais pas sur le véhicule particulier. Ça, c'est le premier point. Par contre, on est toujours en train d'optimiser nos véhicules sur les modes transitoires. Si je prends l'exemple des plug-in hybrides, aujourd'hui, on a grosso modo une autonomie électrique de 50 km. Dans les prochaines générations qui vont arriver dans les 2 prochaines années, on va avoir 100 km d'autonomie. Et 100 km, c'est intéressant parce que tous les jours, si vous regardez l'utilisation d'un véhicule, c'est grosso modo entre 40 et 50 km par jour. Donc avec un véhicule électrique, avec un véhicule hybride, un plug-in hybride, vous êtes capable avec 100 km de rouler en permanence en mode électrique si vous pouvez vous recharger au bureau ou à domicile. Après, c'est vrai que c'est un véhicule qui n'est pas du tout adapté sur des longs trajets, puisque vous allez finalement vous allez avoir un véhicule qui va surconsommer, puisqu'il faut aussi traîner le poids des batteries et ainsi de suite. Donc ça on le sait, mais c'est une solution transitoire qui est pertinente. Alors donc, je voudrais revenir à Trinity. Alors c'est-à-dire les modèles, parce que c'est intéressant, non seulement il y a ce nouveau modèle qui va en quelque sorte réunir tous les atouts nouveaux de Volkswagen, mais il y a aussi, moi ça m'avait épaté, un véhicule urbain, genre taxi collectif à la demande. Et donc vous travaillez aussi sur les formules urbaines, comment fait-on pour se déplacer en ville. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au fond vous élargissez votre gamme de services en quelque sorte. Il y a les véhicules pour rouler, puis les véhicules, comment fait-on pour se transporter le mieux possible en ville, sans embouteillage, etc. Tout à fait. Donc on a là vous avez parfaitement résumé les 4 piliers de notre stratégie. Donc le premier, c'est la partie hardware, les nouvelles plateformes, et donc vous avez parlé de Trinity. Le deuxième, c'est le développement des softwares. Le troisième, c'est tout l'écosystème électrique, donc batterie, recharge, mais aussi recyclage, qui est important. Oui. Et le dernier, c'est effectivement tout ce qui est solution de mobilité, avec à terme l'utilisation de véhicules autonomes. Et on voit que c'est essentiel et c'est important. Et si on imagine, en France, l'an dernier, on a transporté 4 milliards de colis. Donc si on voit bien que si on arrive à optimiser tous ces flux, il y a des intérêts très très forts en termes d'engorgement, de réduction des bruits, des émissions et ainsi de suite. Donc c'est le point sur lequel on travaille fortement. Et nous, on est fournisseurs de mobilité, de petite mobilité urbaine, mais aussi on a avec Scania, MAN, on a des offres de véhicules lourds, solutions de véhicules de transport. Donc c'est important qu'on puisse avoir ces éléments. Et on est en train déjà de travailler sur des éléments réels. Si je prends le cas de cette petite île grecque, on a fait un partenariat en Grèce, donc, où on a décidé d'offrir toutes les solutions de mobilité, donc commandables via une application. Vous pouvez utiliser du scooter, du véhicule électrique type ID, mais aussi des solutions de mobilité un peu plus pour de la marchandise, qui sont 100% électriques, mais aussi partagées. Et ça, on pense qu'on a un rôle de plus en plus important à faire dans cette logique, donc d'être entre guillemets un agrégateur et un fournisseur de solutions de mobilité. Alors, donc, chaque filiale peut avoir des activités donc différentes et se livrer à des initiatives, des expériences, des choses comme ça. En France, alors, par exemple, est-ce qu'il y a des spécificités françaises ? En France, on investit effectivement fortement sur l'électrique. Donc, on a parlé de tout ce qui est développement des solutions de recharge. Donc, le partenariat avec Allego, c'est évidemment une spécificité française. Ce qu'on fait avec notre réseau en les dotant de superchargeurs, on est aujourd'hui le seul pays européen à avoir mis en place ces stratégies. Et puis, on va l'annoncer aujourd'hui, donc je vous le fais en avant-première, on lance une application qui s'appelle Chargy. Alors, c'est un petit anglicisme aussi. Et la logique, c'est pas de mettre en place des superchargeurs, mais c'est d'être entre guillemets, le Airbnb de la recharge. C'est donc de donner accès aux particuliers qui veulent se recharger quand vous allez, je sais pas, en vacances, si vous allez, je sais pas, dans les Alpes, je suis savoyard, vous n'avez pas forcément besoin d'accès à un superchargeur, mais vous voulez avoir une solution de recharge
et peut-être qu'on vous propose aussi une solution, une place de parking. Ça, notre solution, elle met en contact des particuliers avec d'autres particuliers pour offrir une solution. Et là, c'est 800 000 points de recharge qui sont potentiellement intégrables dans cette application. Et donc, c'est un point qu'on a développé en France et qu'on va peut-être après étendre à d'autres marchés. Donc voilà des exemples sur lesquels on accélère. On a d'autres éléments aussi, on est en train de travailler sur le changement des modes de distribution, donc pour aussi offrir des solutions d'achat online, offline aux clients, donc un système d'agence. On met en place des solutions d'échange avec les clients en centre-ville. On considère qu'il faut aussi qu'on remette dans le centre-ville avec les véhicules électriques. C'est ce qu'on a déjà fait à Rouen, par exemple, ce qu'on appelle des stores de proximité. Donc on a toute une histoire qui est en train d'être réinventée en France et on a d'ailleurs besoin de forces vives pour nous accompagner. Alors, tiens, c'est intéressant, les forces vives. C'est un terme très politique, ça, je fais un peu le force vive de la nation. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la voiture partagée, un petit peu, c'est ça dont vous parlez un petit peu. Là. Alors, la voiture partagée, nous, on considère qu'on est plutôt un fournisseur pour des opérateurs qui vont faire des solutions de mobilité. C'est un métier qui est assez particulier. Aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a personne qui gagne de l'argent, d'ailleurs. On peut plutôt brûler de l'argent sur ces sujets. Mais vous venez de le voir, on vient de racheter Europcar. Alors, la Commission européenne vient de donner son feu vert. Donc avec l'intégration d'Europcar dans le groupe Volkswagen, on se dote d'une solution de mobilité à court terme qui vient compléter notre offre. Nous, on est plutôt bon et concentré sur des offres, on va dire, sur à partir de 2 ans. Donc des personnes qui vont avoir de la mobilité pérenne, même si on est en train de mettre en place des offres d'abonnement, ça veut dire que vous pouvez sortir un peu à la Netflix ou Amazon, ça veut dire que vous pouvez sortir de votre abonnement assez rapidement. Et Europcar, elle va nous amener d'autres atouts pour faire effectivement des solutions de mobilité à court terme, à l'heure, et puis aussi développer des opérations type car sharing, qui pour nous aujourd'hui sont plutôt pertinentes dans le monde des entreprises, un peu moins dans le monde du particulier. On a un peu des difficultés à trouver un business model, sincèrement. Alors on n'est pas dans l'Airbus des batteries, puisque nous on a fait un choix différent, qui est de celui à part deux opérations, une qui est en Suède où on est en partenariat avec Norvolt, et en Chine où là on est en partenariat avec une entreprise chinoise qui s'appelle Gotion. Sur le reste, on est en propre, parce qu'on estime qu'on veut maîtriser cet élément, et puis surtout on a des ambitions fortes et on a la masse critique pour le faire. Tout en restant en France, la production des batteries en France. Non, pas du tout, nous, on n'est pas en France. Pas du tout. Non, mais il faut regarder où sont implantés En Europe, en tout cas. En Europe. Oui. En Europe pour l'Europe. En Chine pour la Chine. En Suède, on est implanté avec Scania. Et on est en train certainement de regarder des implantations sur les États-Unis, puisqu'on a aussi un développement des véhicules électriques aux États-Unis. Mais il faut savoir que, imaginons qu'on produise des batteries en France. On n'a pas d'usine en France. Nos usines, elles sont en Espagne pour l'électrification, elles sont en Allemagne et elles sont en Tchéquie. Et si vous regardez le bilan de déplacer des batteries, vous voyez bien que la logique, quand on a la masse pour le faire, c'est de les mettre relativement proches de l'implantation de nos usines. Sincèrement, c'est pas un domaine que je maîtrise parfaitement, parce que nous, on est donc une filiale de véhicules particuliers, mais on vient de lancer les premiers véhicules électriques chez Scania. Scania est plutôt en avance sur ce sujet. MAN, le premier véhicule électrique qui va être commercialisé, c'est dans une bonne année. Donc on a des plans de montée en puissance. Après, sincèrement, je ne peux pas vous donner des chiffres à aujourd'hui. Je pourrais vous les faire passer, je peux me renseigner, mais je n'ai pas les chiffres en tête. On ne va pas cracher sur le bonus. On est très content d'avoir un gouvernement français qui soutient le passage aux véhicules électriques, que ce soit via les bonus ou via une politique fiscale pour l'entreprise qui est assez incitative, ou avec des malus en tout cas pour le basculer. Donc ça c'est le premier point. Mais nous on est de toute façon en train de se préparer à une vie sans bonus, parce qu'on estime qu'au bout d'un moment on en sortira. Donc par exemple nos batteries solides, elles vont avoir des coûts qui sont 50% inférieurs à nos batteries actuelles. Batteries solides. Ouais. Ça y est, vous annoncez des batteries solides. Ouais. Donc 50 voilà une deuxième nouvelle très importante. 50% d'efficacité. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, quand je regarde nos véhicules électriques, sur la nouvelle génération, on commence à 30 000 €. D'accord. Et la logique, quand on passera donc sur ces nouvelles générations de batteries et de petits véhicules qu'on a annoncés en Espagne, c'est qu'on puisse être sous les 20 000 €.
parce qu'il faut continuer à... Il y a quand même une problématique de pouvoir d'achat qu'il faut traiter. 20 000 euros, ça reste un investissement. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est quelle est la valeur résiduelle des véhicules. Il faut aussi déplacer le débat du prix d'achat sur celui de l'usage. Et on voit que les véhicules électriques, ils ont une valeur résiduelle qui est très bonne et qui va rester très bonne parce que, comme vous le disiez avant, nos véhicules, on est capable maintenant de les mettre à jour à distance. Donc on connaît tous les exemples de Tesla, mais on est le premier constructeur généraliste, entre guillemets, classique, à le faire. Donc la ID.3, maintenant, on a une mise à jour de son software tous les 3 mois. Oui. La dernière génération du software, on a la reconnaissance vocale qui s'est améliorée. Et par exemple, avec le clignotant, maintenant, vous allez pouvoir changer de fil. Ça, c'est ce que nous permet de faire la mise à jour des softwares. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire là. Donc c'est comme le téléphone portable, c'est-à-dire que Volkswagen Tout à fait. met à jour le logiciel, update, comme on dit, le Exactement. logiciel régulièrement de votre voiture. Exactement, et ça c'est un point qui est très important pour la tenue du prix du véhicule. Parce qu'aujourd'hui on mettait sur le marché un véhicule, dans 10 ans vous retrouvez la voiture, elle avait absolument, enfin c'était éventuellement un peu dégradé, mais elle n'a jamais été mise à jour. Et aujourd'hui on rentre exactement dans la logique que vous expliquiez avec le téléphone. Ça c'est un point qui est important et que peu de personnes connaissent encore. On est au démarrage de cette logique. Donc ça c'est des éléments qui sont importants. Sur l'autre message au gouvernement, je crois qu'il faut véritablement qu'on accélère encore davantage sur la mise en place de solutions de recharge. On voit qu'il y a un plan sur les 100 000 bornes c'est bien d'avoir un plan, mais dans l'exécution, il faut aller plus vite. Ouais, il faut aller plus vite. Vos batteries solides, donc ce sont des batteries estampillées Volkswagen, c'est vous qui aurez les brevets, etc. Oui, alors on a des partenariats, comme vous expliquiez, avec Bosch, avec d'autres instituts aussi pour la recherche et le développement, notamment l'optimisation de l'utilisation de minerais et de métaux précieux, Oui. mais ça fait effectivement partie de notre cœur de compétences. Excellent, ok. C'est pas forcément lié, on a déjà du découplage et du passage en abonnement sur des véhicules thermiques. Chez nous, la marque qui l'a introduit en premier, c'est Seat, qui est la marque qui a la clientèle la plus jeune. Grosso modo, il faut savoir que le marché français, l'acheteur de véhicules neufs, en moyenne, il a 55 ans. Donc, il n'a pas envie de partager son véhicule, c'est ça? C'est pas complètement ça, mais en tout cas, on est dans l'évolution. Chez Seat, on est sur une moyenne d'âge à 40 ans. Donc, on est sur une population qui est effectivement plus ouverte à ce type de consommation. Mais on est en train d'accélérer. On vient d'introduire chez Volkswagen avec le Taygo et le T-Roc. Et on va accélérer ce développement. Est-ce qu'il est lié au véhicule électrique? Pas forcément. Mais vous avez raison, le véhicule électrique, on voit que c'est clairement un segment où on touche une population qui est plus jeune et certainement plus ouverte aux nouvelles technologies et à ce mode de consommation. Donc, pas uniquement, mais certainement on anticipe des taux sur cette clientèle plus élevés, c'est clair. Ça fait partie de la stratégie, mais pas en Europe. Sur le biocarburant, alors, une petite exception qui est le carburant de synthèse chez Porsche, où effectivement, chez Porsche notamment, on a de l'électrification bien évidemment, mais on a aussi pour un modèle comme la 911, il y a encore des personnes qui veulent avoir des véhicules thermiques. Et là, on pense que le carburant de synthèse fait du sens. Il fait du sens aussi pour notamment tout ce qui est course. Ça, c'est le premier point sur l'Europe. Après, je disais en introduction, nous, on est fortement implanté au Brésil. Ouais. Clairement, le Brésil, exactement. Le Brésil, c'est pas un marché qui va s'électrifier à la vitesse de l'Europe, pour énormément de raisons, d'infrastructures, de pouvoir d'achat, ainsi de suite. Et là, c'est vrai qu'effectivement, le flex fuel fait du sens, donc c'est déjà en place, et on considère qu'on a encore des éléments d'amélioration à ce sujet. Euro 7, c'est effectivement un point qui va dans nos stratégies, qui a accéléré la bascule et le choix sur certains véhicules électriques. Typiquement, si vous regardez Euro 7, alors on va faire des investissements pour respecter les normes, puisqu'il arrive bien avant la fin des moteurs thermiques chez nous. Par contre, si on regarde Euro 7 dans les petits véhicules, on ne fera certainement pas l'investissement parce qu'il y a un surcoût qui est trop élevé par rapport au prix de vente du véhicule et qu'on ne peut pas répercuter aux clients. D'où cette logique sur des petits véhicules de basculer sur du véhicule électrique directement et de pas partir sur du Euro 7 parce qu'il va coûter très cher, il est très contraignant et donc à un moment donné il faut trouver des solutions pour le répercuter.
En Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse sur les autoroutes. Bon. Et en même temps, alors je dis ça parce que vous avez donc forcément dans votre ADN un peu de germanique. Hein. Et tout à l'heure, on parlait de la vitesse sur les autoroutes. Il est très vraisemblable qu'on passera à 110 un de ces jours, même si c'est impopulaire. Hein. Je crois qu'on y sera contraint pour des raisons de lutte contre le changement climatique, en tous les cas momentanément. Il y a un certain nombre de fournisseurs d'énergie qui vendent moins d'énergie. Ils sont tenus par la loi, des certificats, etc. Et il y a même un constructeur automobile qui, à la fin de sa publicité, je ne sais pas si c'est Volkswagen d'ailleurs peut-être, qui dit « Prenez les transports en commun ». Bon. Et vous êtes en train d'investir beaucoup pour produire beaucoup. Pour produire énormément, pour garder votre place de premier producteur mondial. Vous voulez construire des véhicules en 10 heures au lieu de 30 heures. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une massification très importante. Beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette difficulté qui est que, de toute manière, une grande partie de nos villes sont en train de réduire la place de la voiture, une grande partie de nos concitoyens, de jeunes, parce que même plus leur permis de conduire, ça ne les intéresse pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une espèce d'inflexion pour moins et mieux, notamment avec cette voiture autonome, le logiciel, la place, etc. Comment vous faites pour... Il n'y a pas une contradiction à un moment donné? Alors, il y a une contradiction potentielle, mais je vais l'expliquer. On va voir qu'elle est effectivement, il faut sortir de cette vision un peu anxiogène qu'on a sur l'automobile. Moi, c'est peut-être aussi un dernier point. J'aimerais qu'on arrête de penser que l'automobile a plus de futur. Enfin, je trouve que même nous-mêmes dans le secteur, plutôt que de communiquer sur cette mutation incroyable et la responsabilité qu'on prend, et puis sur toutes les perspectives d'embauche, on a besoin de personnes qui font du software, du digital et autres. Ce serait bien qu'on en parle aussi, plutôt qu'on a l'impression que l'automobile n'a aucun avenir. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'en profite pour passer le message. Et je reviens sur votre sujet. Alors, le petit point que vous évoquez sur prenez les transports, ça c'est une obligation légale. Donc tous les constructeurs le font depuis le 1er avril. On a 3 messages sur penser à l'autopartage, effectivement, prenez les transports, et c'est un peu le bouger. Ça c'est obligatoire, et ça nous va finalement très bien. Donc et la même chose avec aussi... en même temps, on a, vous savez, comme sur les frigos ou les appareils aménagés, on est obligé de montrer, quand on fait une publicité, quelle est la classe de consommation de A, E et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est le point où tous les constructeurs se sont mis en conformité. Le point que vous évoquez, il est finalement, est-ce qu'on va avoir moins besoin de véhicules quand on aura des véhicules autonomes ou des différentes solutions de mobilité ? Alors peut-être qu'effectivement à Paris, les jeunes passent moins le permis de conduire. Encore que c'est pas complètement prouvé, mais on voit une inflexion quand même à la baisse. Moi, je suis originaire d'un petit village en Savoie qui fait 3000 habitants. Je peux vous assurer qu'autour de moi, quand j'y retourne, les personnes, dès qu'ils ont 18 ans, ils passent toujours leur permis de conduire, parce que la mobilité en France, elle est quand même très très variée. On n'a pas tous accès à des solutions de mobilité intermodale ou autre. Donc ça, il faut quand même le garder présent à l'esprit. Et avec le véhicule autonome, le pari qu'on fait nous, c'est qu'on pense qu'au contraire, on va multiplier les formes d'usage et d'accès à la mobilité individuelle. Aujourd'hui, quand vous regardez un véhicule automobile, il faut savoir qu'en moyenne, il roule 1 heure par jour. Donc 23 heures par jour, il est immobilisé. Avec la conduite autonome, quand elle arrivera, donc là je parle d'horizon 2030, on n'arrivera pas à 24 heures, mais on peut facilement envisager des temps d'utilisation qui vont de 12 à 16 heures. Entre-temps, il y a de la pause, il faut le remettre, il faut le nettoyer, il va falloir c'est d'autant plus important maintenant en phase de Covid et ainsi de suite, mais on voit bien qu'on va multiplier les formes d'usage. Donc on va donner... On pourra dire à sa voiture, va chercher du pain à la boulangerie et tu me ramènes... Non, mais on pourra dire à sa voiture, va chercher mes enfants qui sont au judo pendant que moi je continue mon cours de yoga. Ça on pourra. Donc on voit bien qu'il y a une forme de multiplication des usages, et quand on est dans un véhicule
électrique, autonome, sous réserve qu'on ait de l'électricité verte, hein, ça c'est important. Bien sûr. On voit bien qu'on a aussi un bilan qui peut fortement s'améliorer. Donc on a des éléments qui sont importants. On va pouvoir aussi repenser les villes. Enfin, on voit bien aujourd'hui que toutes les le parking urbain, c'est vrai que c'est quand même une plaie. Ouais. Demain, quand vous arriverez, vous pourrez dire à votre voiture, va te garer à un endroit qui sera défini et qui évitera d'engorger et en tout cas de déplacer tous ces éléments. Donc, on n'a pas encore réfléchi à toutes ces solutions, mais elles ont un potentiel qui est énorme. Oui, nous travaillons beaucoup à l'équilibre des énergies sur l'écosystème, comme vous avez dit, formé par le réseau ou bien le système électrique de la maison et la batterie, quoi, hein. Donc il y a une synergie tout à fait intéressante aussi là. Mais enfin, quand même, pour la voiture, il y a quand même quelque chose de nécessaire, ça s'appelle la route. Bon, et donc là, en ce moment, la question des routes est aussi une question qui est posée, puisqu'on veut limiter l'artificialisation, le ceci, le cela. Donc il y a un moment donné, quand même, alors évidemment, tout ne s'arrête pas à la France ni à Paris, comme vous l'avez dit, et donc il y a encore une demande très très forte de mobilité dans beaucoup de pays du monde, hein. Mais enfin, il faut construire des routes. Il faut construire des routes, effectivement. Et où les entretenir. Ça, c'est un point important. On va dire schématiquement sur le monde, on voit bien qu'on a donc la zone Europe qui va certainement être en tête en termes d'électrification, la Chine, les États-Unis, on va dire, enfin, on voit bien que bon, le fait de passer de Trump à Biden a quand même complètement changé la donne. Donc, sur les États-Unis, si on reste dans cette dynamique, c'est un marché qui va s'électrifier moins rapidement. Et après, il va rester d'autres marchés qui sont le Japon aussi, on va dire une partie de l'Asie. Après, il y a des marchés, il y a deux zones qui vont rester assez complexes, effectivement, l'Afrique et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, d'accord, sur lesquelles on va avoir certainement besoin de davantage de temps. Donc la logique là, c'est de contribuer à améliorer les véhicules thermiques pour qu'ils émettent moins, donc avec des formes d'hybridation légère mais acceptables pour le client, avec du flex fuel ou d'autres éléments. Et puis effectivement, donc ça va quand même prendre plus de temps. L'électrification, elle nécessite d'avoir accès à de l'énergie verte, à des infrastructures, donc ça ne dépend pas uniquement des constructeurs automobiles. Là, il faut vraiment qu'on ait une action concertée avec les gouvernements et qu'il y ait une inflexion beaucoup plus forte que ce qu'on voit aujourd'hui, ça c'est clair. Donc le monde à deux vitesses, oui, mais sincèrement c'est pas complètement nouveau, donc il faut continuer, nous on continue à travailler sur ces plans d'accélération. Quand on regarde au Brésil, on est en train d'amener de nouvelles technologies aussi, des véhicules électriques, mais qui représentent des pourcentages encore très faibles. Tout à l'heure, vous avez abordé donc l'arrivée des batteries tout solides, dont on parle. Alors, sur combien de temps elles vont arriver, mais surtout, quelles vont être ces performances? En fait, on a des performances en densité et surtout en coût, au kilo, enfin le coût du kilowatt euro va être largement optimisé. C'est ça qui est important. Donc, on va pas forcément travailler sur davantage d'autonomie, mais par contre, on va rendre les véhicules plus accessibles. On va dire, bon, l'État aide, alors il aide en incitant d'un côté et en mettant des malus de l'autre, hein, ça aide aussi, il y a les deux éléments, d'accord, donc ça c'est certain que ça aide, hein, quand on a 6 000 € ou bon, à partir du 1er juillet 5 000 €, c'est encore une somme qui est conséquente. Et on voit bien que nous aussi, au départ, on a quand même dû faire des choix. Vous voyez bien qu'on n'est pas arrivé avec des véhicules électriques dans les petits segments dans le groupe Volkswagen pour des raisons objectives de rentabilité. On peut pas se permettre aujourd'hui de faire des véhicules électriques performants, pas chers. Donc pour ça, il faut qu'on travaille encore et qu'on monte en puissance, qu'on ait des économies d'échelle. Et puis, il faut aussi qu'on parte dans cette logique et qu'on anticipe le fait qu'on aura moins d'aides. Donc aujourd'hui, on est content d'avoir ces aides pour rendre nos véhicules qui commencent sur des segments plus élevés un peu plus accessibles, mais il faut qu'on aille plus loin. Ce qui est positif, c'est qu'on voit aussi, on mesure, et pour moi le mois de mars a été un mois assez important, on a vu immédiatement quand on a une augmentation du coût du carburant, qui a été assez massive sur le mois de mars, on a vu immédiatement un changement de comportement dans les personnes qui étaient
dans une position d'achat à court terme, où Donc on va voir les gens se projettent sur le véhicule électrique beaucoup plus que précédemment. Oui, il est déjà là. Donc il y a des marques, si je prends Tesla, mais aussi Renault, ça fait 10 ans, les Zoé, vous les trouvez déjà en véhicule d'occasion. Et pour nous, on est dans une logique là aussi qui est assez innovante avec nos produits. Par exemple, si je regarde l'ID3, l'ID4, on les commercialise dans ce qui s'appelle du lifetime concept. Ça veut dire qu'on les fait en offre de location, essentiellement. On fait 80% de location. On reprend la voiture à 3 ans et on va repartir dans un cycle de location donc pour une voiture qui va aller de 3 à 6 ans. Alors c'est assez simple pour nous parce qu'on a, j'expliquais, on a des bonnes valeurs résiduelles, on a des batteries qui sont garanties 8 ans, donc ça permet de refaire un deuxième cycle avec des véhicules qui vont continuer à se mettre à jour et avec des mensualités qui vont être plus attractives, et ça aussi ça va contribuer via l'occasion avec des véhicules de qualité à poursuivre la démocratisation du véhicule électrique. J'ai lu que vous aviez déjà, avec les batteries, vous avez déjà fait des progrès dans le recyclage, vous avez découvert une formule qui semble très performante. Alors, tout à fait. On est, effectivement, le recyclage des batteries il est important, notamment sur tout ce qui est métaux précieux. Et puis, vous avez raison de le dire, on est en train de travailler avec des chercheurs sur comment aller encore plus loin dans le recyclage, la diminution de l'utilisation des métaux précieux, mais sur des recyclages qui doivent très rapidement tendre vers les 100%. Oui, pour le reste, la législation, maintenant il y a une nouvelle législation, c'est-à-dire qu'il y a des éco-organismes, et donc le recyclage des voitures, c'est une affaire qui marche bien, hein, c'est quand même pas nouveau, notamment l'acier, tout ça, donc c'est quand même maintenant très, très établi, quoi. Non, mais on a déjà de l'économie circulaire qui existe sur des pièces de réemploi. Ça, c'est des éléments qui existent déjà. Est-ce qu'on va pouvoir recycler des éléments directement Oui, dans un véhicule neuf. En partie, oui, mais après, il faut le retraiter quand même. D'accord ? Après, il y a déjà des éléments qui sont concrets. Si je regarde par exemple chez nous la Cupra Born, le dernier véhicule électrique qu'on a lancé dans le groupe, les sièges sont, enfin tout le revêtement des sièges, en fait c'est du plastique qui a été retiré des mers, qui est recyclé et transformé en tissu. Donc il y a déjà des éléments qui existent. On a sur l'ID-Bus qui va être lancé bientôt, on a énormément d'éléments aussi. Tous les panneaux de porte, c'est du recyclage. Donc on est en train d'avancer dans cette logique qui va prendre de plus en plus de poids. Mais c'est déjà lancé. Concrètement, non. Enfin, si vous regardez le véhicule électrique en Pologne, par exemple, qui est le pays qui a encore le plus d'utilisation de centrales à charbon en Europe, c'est effectivement un non-sens. D'accord ? Mais là aussi, il faut accélérer, c'est peut-être le point il faut que les gouvernements accélèrent la mise en place d'énergie recyclable, nucléaire ou autre. Bon, l'Allemagne, il y a des plans en Allemagne pour accélérer, mais on voit que ça prend du temps. Donc, bon, en France, avec le nucléaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le débat il n'est pas là, mais quand on regarde la logique du puits à la roue avec l'énergie nucléaire, en France, on est certainement un des pays avec le taux d'émission consolidé le plus faible en Europe. Non, donc sur certaines marques, on les arrêtera. Donc typiquement Audi, ces marchés-là, ils seront couverts uniquement avec des motorisations électriques. Bon, c'est pas des marchés qui sont énormes en toute transparence. Pour les autres marques, quand je regarde chez Volkswagen par exemple, on n'a pas dit qu'on arrêtera le véhicule thermique pour couvrir ces marchés. On va avoir des véhicules thermiques qui vont, les émissions vont continuer à s'améliorer, on va avoir une montée en puissance des véhicules électriques, mais on continuera avec des motorisations thermiques sur un horizon qui va bien au-delà de 2035, ça c'est clair. Donc nous, on a déjà des solutions de mobilité. Si vous allez sur pratiquement tous nos concessions Volkswagen et Audi, on a des formules de rent. C'est-à-dire que vous pouvez déjà louer des véhicules aujourd'hui, on va dire à partir de grosso modo 30 € par jour. Donc on fait ça essentiellement pour deux raisons, à la fois pour offrir des solutions de mobilité à nos clients qui laissent leur véhicule à l'atelier, mais aussi des offres pour utiliser des voitures. Typiquement on offre des camping-cars par exemple chez nous avec le California, que vous pouvez louer pour partir en vacances, ou des cabriolets, ou ainsi de suite, donc pour utiliser l'ensemble de nos cas. Donc ça c'est déjà existant, et on va accélérer cette logique. Après on a d'autres offres d'abonnement, mais là elles vont vous engager au moins pour un mois.
On n'a pas encore d'éléments au-dessous. C'est pour ça qu'on pense qu'on a une brique à développer avec l'intégration d'Europecar. Alors pour les véhicules lourds, ça peut faire du sens. Donc pour tout ce qui est véhicules donc chez nous, poids lourds ou transport en commun, sur des longues distances, ça peut faire du sens. Ça fait aussi du sens sur des parcours circulaires type bus, ça peut vraiment faire du sens. Par contre, pour nous, pour le véhicule individuel, à moyen terme, pour nous, c'est un non-sens. Enfin, il y a 70% de déperdition d'énergie. Le véhicule électrique, il a un rendement qui est largement supérieur à l'hydrogène. Donc il faut faire attention aux effets de mode et sincèrement, moi j'aimerais bien que les gens expliquent quel est le... Pas de proposition hybride, en tout cas pour le véhicule léger, là c'est clair et net. Non, mais poser la question, moi je ne vais pas m'engager pour d'autres constructeurs, on a une position, non, il y a Renault, fait des on respecte celle des autres, après à vous de leur poser la question du bilan. Donc le leasing social, grosso modo, c'est le véhicule à 100 € par mois. Objectivement, aujourd'hui on attend d'avoir un peu plus de transparence sur les modalités d'application. Sincèrement, pour nous, 100 € par mois, ça va être, quand je regarde la gamme qu'on a actuellement, ça va être très très compliqué. Donc si on se projette après sur des véhicules qui arriveront en 2026, là on a un peu plus de créativité pour y arriver. Mais aujourd'hui, il faut véritablement voir, nous on est prêt à faire un effort bien évidemment, j'imagine que le gouvernement va le faire aussi, mais quand on voit l'offre qu'on a aujourd'hui, ça va pas être simple. Donc on est prêt à faire des efforts, mais le gap il est quand même assez énorme. C'est-à-dire que quand vous dites 2026, c'est-à-dire que tous vos efforts, c'est pour avoir des qualités supérieures, mais qui n'arriveront qu'en 2026. Qualité supérieure, c'est-à-dire à la fois les performances de la voiture, les performances de la recharge, les performances de la batterie. Ouais. Vous visiez plutôt cette étape. C'est ça, et aujourd'hui on peut regarder, mais objectivement, si vous regardez les véhicules les moins chers du purement électrique qui sont proposés en France, je vous invite à regarder d'où ils viennent. Donc après, il faut aussi se poser des questions sur savoir ce qu'on veut faire, et bon, il y a un bilan global aussi à respecter, et savoir si on veut aussi défendre l'industrie européenne ou pas. Oui, ça prend le temps que ça prend, quoi. La mise en véhicule électrique de véhicules d'occasion, on regarde objectivement, quand vous regardez le coût qu'il faut ajouter sur le passage en véhicule électrique, les autonomies que vous obtenez. Nous, on a un peu du mal à trouver un business model pour l'instant, on continue à chercher. Il y a un point quand même qui est important et sur lequel on est en train d'approfondir nos réflexions, c'est le rétrofit de véhicules utilitaires. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de ZFE qui se mettent en place, donc il y a des zones d'accès. Si vous prenez Paris, bientôt, tous les artisans qui doivent intervenir, ou des personnes donc, qui ont souvent des véhicules qui sont assez âgés, eux, ils vont avoir énormément de mal à se mettre en conformité pour passer un véhicule électrique qui reste objectivement assez cher en utilitaire. Donc ça, c'est peut-être une typologie où ces clients ne font pas énormément de kilomètres, et ça peut faire du sens de regarder ce business model. Effectivement, c'est un point sur lequel il faut qu'on densifie la mise en place de superchargeurs. Alors, on est très content de voir que aussi l'État nous accompagne. Il y a des aides. Quand je parlais avant des superchargeurs qu'on met en place chez nos concessionnaires, grâce à l'aide de l'État, on va pouvoir, je regarde Luc et Laurent, on va pratiquement pouvoir multiplier par 2 le nombre de pistolets ou de guns qui sont disponibles. Au départ, ce n'était pas dans notre business model. On a construit notre business model fin d'année 2021. Grâce à l'aide de l'État, on va multiplier par 2. Donc ça aussi, ça veut dire, quand on a des périodes de pointe, la capacité de traiter plus de véhicules. Mais là encore, il faut accélérer, il faut aller plus loin, parce que c'est vrai qu'on peut avoir potentiellement de l'engorgement. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on va avoir de plus en plus de l'information partagée et dynamique qui va permettre de savoir à quel endroit on a des bornes qui sont utilisables, qui sont libres. On peut tout à fait aussi se projeter sur de la réservation, d'accord ?
On a maintenant le réseau Tesla qui devient accessible, qui est un réseau intéressant. Vous avez vu que Tesla a ouvert, avant ils le traitaient en propre et maintenant ils viennent de l'ouvrir. Ils ont ouvert je crois 10 à 12% en France en test et bientôt ils vont tout ouvrir. Donc, À tous les véhicules. à tous les véhicules, oui, tout à fait. Et puis donc, mais il faut encore continuer clairement à accélérer sur le superchargeur et densifier son utilisation. Ça tombe bien parce qu'en fait en Savoie, nous on a un opérateur qui est très performant qui s'appelle Jeanlin, que j'ai vu il y a pas longtemps, et il est en phase d'investissement accéléré sur des superchargeurs. Donc si vous prenez par exemple Chambéry, donc la porte d'accès aux stations savoyardes, on va bientôt avoir 6 superchargeurs qui vont être installés avec des zones de repos, avec des zones aussi où on va pouvoir prendre un café. Et demain, on pourra peut-être même, pendant que vous rechargez votre voiture, vous fournir directement les skis de location pour vous faire gagner du temps. Alors, mais ça fait partie des éléments qui sont à créer, mais objectivement, quand on fait de la pause, il y a tout un business model qui existe derrière la recharge. Mais ça, c'était une question importante, c'était la question du chauffage. C'est-à-dire que quand vous Le chauffez... chauffage, nous, sur nos véhicules, on a des pompes à chaleur. D'accord ? Parce que c'est vrai que le rendement thermique d'un véhicule électrique, il est exceptionnel. Et donc, il faut chauffer. Parce qu'aujourd'hui, un moteur thermique, il contribue à chauffer l'habitacle. On n'a plus cet élément avec un véhicule électrique. Et c'est vrai que vous avez raison, en période hivernale, ça tire sur la consommation. D'où l'utilisation de pompes à chaleur. Ça permet une optimisation entre 20 et 30%, ça dépend des... on va dire plutôt 15 à 20%, j'exagère un peu là, c'est mon côté savoyard du Sud. Objectivement, ça permet de niveler une partie des écarts, mais on va avoir... La pompe à chaleur va prendre de l'énergie de la batterie pour récupérer de la chaleur à l'extérieur. Non, de l'extérieur. Oui. Comme pompe à chaleur. Oui, mais elle va forcément... Bah, si, non. Elle va fonctionner avec de l'énergie produite par la batterie pour aller chercher de la chaleur à l'extérieur. Non, ben, une pompe à chaleur, aujourd'hui, quand vous mettez une pompe à chaleur chez vous, c'est un échange thermique. Oui, bien sûr. C'est la même chose dans un produit automobile. Donc ça ne va pas tirer sur la batterie. Et ça pèse lourd une pompe à chaleur dans une voiture? Je ne sais pas combien ça pèse, je sais pas, je dirais une trentaine de kilos, quelque chose comme ça. Moins, tu penses? Je sais pas, Laurent, n'hésite pas à me dire si tu veux. Moi, je sais pas le poids de. Ce qui est clair, c'est que ça tire pas sur la batterie. Alors, c'est comme une pompe à chaleur. C'est vrai que si vous êtes sur une température extrême, par exemple, si vous êtes en dessous de moins 10, elle fonctionne pas. Ça, c'est clair. Mais le rendement, il est relativement limité. C'est la même chose que vous êtes architecte, vous connaissez ça mieux que moi. Ça vous fera la clim en même temps? Ça contribue effectivement à tous ces éléments. L'été, il y aura le problème. Exactement. Oui, alors c'est un peu trop tôt pour tirer des enseignements parce que ça a été mis en place relativement. Il y a eu un accord qui a été signé, alors on est vraiment sur les premiers mois d'exploitation, c'est positif. Bon, on n'a pas choisi une île par hasard, c'est vrai que c'est certainement la configuration qui est la plus simple à piloter pour du véhicule électrique, pour de la micromobilité, pour des offres de scooters et ainsi de suite. Mais on est en train d'emmagasiner énormément de données et pour l'instant le bilan il est très très positif et effectivement on a la volonté de s'en inspirer pour le copier et le mettre en place dans d'autres agglomérations ou d'autres sites, ça c'est clair. On va dire en France il est perfectible. Donc il y a du très bon, il y a aussi du très très mauvais qui ne marche pas. Donc malheureusement c'est comme les trains en retard, c'est toujours de cela dont on parle. On va dire, là, il y a des fournisseurs de réseau qui doivent s'en occuper certainement davantage, et plus il y aura de véhicules électriques qui sont mis sur le marché, plus c'est leur intérêt. Aujourd'hui, on voit bien qu'au départ, ils ont mis en place des boards qui étaient relativement peu utilisés, donc le business case n'était pas forcément là. Plus on va monter en puissance sur le nombre de véhicules qu'ils vont utiliser, et plus ils auront intérêt de tenir ça à jour. C'est exactement aujourd'hui, plus personne ne se pose la question, quand on va dans une station-service, de savoir si le pistolet fonctionne ou pas. C'est exactement ce qui va se passer dans le jeu des bornes électriques. Et nous, on contribue avec nos applications
aussi permettre de donner des notes. Hein. C'est un peu le Booking ou le TripAdvisor de la borne électrique. Et c'est certain que ça va permettre aussi de mettre la pression sur les fournisseurs et de donner de l'information aux usagers. Si vous voyez qu'il y a une borne électrique dans votre rayon qui est notée 2 étoiles sur 5, ben certainement vous irez plutôt sur celle qui a 5 sur 5 et qui a des appréciations qui sont positives. Si, alors moi j'ai une question sur la voiture autonome, disons sur une des prochaines étapes donc, du développement des véhicules et de Volkswagen en particulier, c'est la quantité de données phénoménales que évidemment la conduite autonome va demander, quoi, hein. Et également la totalité des problèmes éthiques ou politiques, les données sont acquises, comment ça va se passer. Vous allez, par exemple, avec vos clients, vous allez acquérir une somme extrêmement importante aussi de données personnelles sur les gens qui ont les propriétaires de vos véhicules, la manière de conduire, la famille même, puisque si c'est la voiture, on va chercher les enfants à l'école, etc. Bon, comment ça s'organise tout ça? Et il faut des data centers extrêmement importants. C'est vous qui êtes les propriétaires des data centers? Comment ça se passe? Et ça va aussi consommer de l'énergie par ailleurs, quoi. La logique primaire, c'est que les données, elles appartiennent aux clients. Ça, c'est notre position chez Volkswagen. Donc on est une entreprise liée à un prisme germanique assez fort. Et c'est vrai qu'en Allemagne, la notion de données et de respect individuel, pour des raisons historiques qu'on connaît, elle est beaucoup plus marquée qu'en France. Donc là-dessus, c'est un engagement qui est très très fort au niveau du groupe. Après, c'est sûr qu'il nous faut avoir accès aux données des clients si on veut perfectionner la conduite autonome. Plus on est capable d'intégrer des données, mieux on fait évoluer nos systèmes pour justement éviter les perfectionner et les rendre de plus en plus performants. Mais ça, c'est le bon vouloir du client. Bon, c'est la même chose aujourd'hui, on utilise tous Google, vous passez de facto un accord, vous monétisez vos données pour utiliser ces éléments gratuitement. C'est la même logique qu'il faut qu'on trouve avec le client, en leur expliquant ce qui est fait et surtout en évitant le partage des données avec des tiers, ce qu'on ne fera pas. Et ce qui est l'avantage du groupe quand on développe nos softwares en propre. Si demain vous développez vos softwares avec, je sais pas, Google ou Amazon pour ne pas les nommer, le contrôle de la donnée il devient beaucoup plus problématique et c'est pas forcément le constructeur qui aura la totale maîtrise de ces éléments. Mais bon, on n'est pas non plus, je ne suis pas en train non plus de devenir complètement évangéliste. C'est certain que l'accès à la donnée client, il va nous permettre aussi de développer des nouveaux business models, après à voir si le client est prêt à les utiliser ou pas. Mais mieux on connaît nos clients, mieux on peut anticiper leurs besoins, mieux on peut les servir et mieux aussi on peut monétiser nos services. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous serez tellement bon dans les logiciels que vous vendrez ça à d'autres constructeurs. Aujourd'hui, le partage, il existe. Si je prends la plateforme MEB, elle est déjà accessible à tous les constructeurs qui souhaitent et on a un partenariat avec Ford. Donc Ford va utiliser notre plateforme. L'utilisation de software, pourquoi pas. Je prends un petit exemple qui est peut-être un peu anecdotique, mais on s'est développé aussi au niveau du groupe dans le développement de la revente de véhicules d'occasion avec une plateforme qui s'appelle Heycar. Donc on est actionnaire majoritaire, mais on a 2 autres actionnaires qui sont Renault et le groupe Mercedes. Donc on est déjà en train de développer aussi des actions où on a par moment tout intérêt à s'associer entre constructeurs pour garder la maîtrise de notre écosystème. Aujourd'hui, on est sur une logique de sécurisation de nos approvisionnements, effectivement sur des éléments qui sont potentiellement en tension et surtout avec des inflations qui sont assez fortes. Donc on va dire sur les prochaines années, on a sécurisé avec cet approvisionnement avec des partenariats avec des fournisseurs. Bon, donc on vient de signer d'ailleurs, on vient de signer notre adhésion à IRMA, qui est aussi tout ce qui est International Responsible Mining Association. Pour aussi, parce qu'il y a 2 éléments, il y a celui de sécuriser le sourcing et aussi de s'assurer qu'il se fasse de manière en respectant, évidemment pas de travail d'enfant, mais en respectant aussi tout ce qui est des éléments qui nous tiennent à cœur. Donc ça c'est le premier point. Et après, en parallèle, vous avez raison, on est en train de travailler sur des éléments pour réduire la dépendance
à ces éléments. Donc comment on peut en consommer entre guillemets moins, ce qui permet aussi de faire baisser les coûts des batteries. Et le recyclage va aussi permettre d'y contribuer, mais le recyclage, il viendra quand nos véhicules vont revenir sur le marché. Donc le recyclage, il va pas intervenir foncièrement de manière massive avant 8 à 10 ans. Et là, on est en train d'avoir une phase de montée en puissance. Nos batteries, elles sont garanties 8 ans. L'usage d'un véhicule, l'âge du parc moyen français, il est grosso modo de 11 ans. Donc ça veut dire que en moyenne, ces premières batteries qui vont revenir, elles vont le faire après 9-10 ans. Donc il faut qu'on trouve des éléments d'optimisation bien avant pour répondre à cette logique. Sur le bidirectionnel, clairement, on est en démarrage, donc on va avoir la possibilité d'offrir cette souplesse au réseau électrique, donc de limiter les crêtes. Ça, c'est en train de démarrer. On a les premiers véhicules qui vont arriver sous peu, donc on va monter en puissance. Donc ça, c'est un élément sur lequel on a eu des contacts avec EDF pour justement la question qu'on a assez souvent en France, c'est bien de passer à l'électrique, mais est-ce qu'on aura la capacité de recharger si tout le monde se plug au même moment? Bon, les équipes d'EDF sont plutôt confiantes. Et effectivement, avec cette logique de bidirectionnalité, on permettra aussi de piloter ça et de contribuer à lisser les heures de pointe et nous de recharger derrière en période creuse. On regarde avec intérêt les projets de effectivement, recharge par induction sur réseau routier, ou je dirais plutôt autoroutier, c'est intéressant. Et aujourd'hui, il est peut-être plus intéressant pour du transport de véhicules lourds, avec des formes de platooning, où on a aussi on pourrait dédier assez facilement une voie pour ce genre de fonctionnalité. Bon, il faut regarder aujourd'hui les premiers essais qui sont faits, on n'a quand même pas des capacités de recharge qui sont très puissantes. Donc bon, là-dessus, on est plutôt en phase d'ouverture, mais on n'est pas véritable moteur. Enfin, on pense qu'il faut, dans les prochaines années, davantage qu'on se focalise sur du superchargeur que sur ce genre Et pas simplement l'énergie, mais aussi le logiciel. La route aura aussi un certain nombre de capacités d'intelligence ou de smart. Ah, complètement. Alors, là-dessus, effectivement, ça c'est un débat qui est très intéressant. Moi, j'ai passé... donc je suis rentré en France il y a 9 mois, et les 4 années précédentes, j'étais en Chine. Et donc, en Chine, effectivement, cette logique d'infrastructure routière, elle est extrêmement développée, et on voit elle va être clé pour accélérer la performance de la conduite autonome, la réactivité, la gestion des flux et ainsi de suite. Bon, après, on est sur l'accès à la donnée qui pose moins de problématiques, ça c'est certain. Mais c'est sûr que nos véhicules, donc nous on est en train de développer aussi tout ce qui est ce qu'on appelle V2X, donc véhicule à interaction entre le véhicule et les infrastructures et les véhicules, pour optimiser la conduite autonome, mais aussi pour anticiper des accidents ou transmettre des informations en temps réel qui vont permettre, on va dire, à d'autres entités d'être plus efficaces dans le traitement de ces anomalies. On va dire que c'est de la transformation. Essentiellement. Donc, essentiellement la transformation. Est-ce qu'il y a des endroits où on va perdre des emplois? Oui. Typiquement, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont affectées à la production de moteurs, de boîtes de vitesse. Bon, tous ces éléments, on sait qu'ils vont tendanciellement disparaître. C'est pour ça que dans le groupe, on a lancé des programmes énormes de requalification du personnel pour permettre à ces personnes d'évoluer sur, par exemple, la production de batteries. J'ai ces 3000 personnes. C'est moins consommateur de ressources humaines que d'autres secteurs qu'on connaît actuellement. Ça, c'est assez limpide dans les études qu'on a faites. Mais par contre, il y a énormément de nouveaux domaines qui sont en phase de création. Je disais, le développement de software, on a besoin de 10 000 personnes. Ça, c'est des besoins supplémentaires que nous avons par rapport à aujourd'hui. Et toute la problématique, c'est pas forcément les mêmes profils, et on est sur des profils qui sont en tension, où on recherche à forte valeur ajoutée, et en tension, parce que toutes les entreprises, aujourd'hui, si vous avez des compétences de codage ou data analyst, vous avez
vous ne passez pas d'entretien, c'est l'inverse, c'est les entreprises qui viennent vous courtiser. Donc on est dans cette phase profonde de mutation où on va devoir embaucher et en même temps transformer. Alors c'est vrai qu'il y a une vision un peu anxiogène, je trouve en France. Moi je le dis, aujourd'hui en France, à l'heure qu'il est, Volkswagen et ses réseaux, on recherche 1000 personnes. Et on n'arrive pas forcément à les trouver. C'est pas uniquement... Et c'est dans tous les domaines. formation. Manque de formation, il y a aussi, on a des besoins, les besoins les plus forts, ils sont au niveau de l'après-vente, donc on recherche des techniciens, parce que nos véhicules deviennent de plus en plus évolués, donc il faut savoir les diagnostiquer, intelligents, mais on recherche aussi des carrossiers peints, et c'est systématiquement des salaires qui sont en dessus de la médiane française. Systématiquement. D'accord ? Donc là aussi, je fais un appel, j'en profite d'être là, pour dire que venez dans l'automobile, postulez chez nous et arrêtons de parler de l'automobile comme destructeur d'emplois. Oui, et d'ailleurs, Il y a d'autres métiers. j'étais à la COP numéro je ne sais plus combien, 26 à Glasgow, et à ce moment, le gouvernement britannique lançait un énorme programme de formation pour les garagistes. Oui. Parce que c'est un autre, Tout à fait, oui. une autre compétence. Les chauffeurs routiers en Grande-Bretagne, ils ont lancé des programmes énormes depuis le Brexit, ils n'ont plus de chauffeurs routiers. Donc, ça fait partie des problématiques qu'on a en France sur... moi j'ai parti de France pendant 10 ans, je retourne en France et effectivement il y a énormément de métiers qui sont en tension en ce moment. Donc, on a la restauration qu'on connaît, je pense que le bâtiment c'est la même chose, et nous dans nos affaires on a des besoins. Donc on n'attend pas, on lance nos propres écoles de formation qui sont qualifiantes, rémunérées, bien rémunérées, 95% d'embauche garantie derrière. Ça fait partie aussi de notre développement sociétal. Mais il faut, là aussi c'est peut-être un appel, il faut que peut-être que les gouvernements nous aident davantage sur une orientation, sur une planification pour ces métiers. Donc Elis se développe, est toujours présente donc, dans la fourniture de solutions intelligentes de recharge. Objectivement en France on n'est pas très loin pour une raison de normes. En France on a donc des wallbox qui répondent pas, enfin qui demandent des normes supplémentaires à ce qu'on a développé pour l'ensemble des autres pays européens. Donc on est parti sur d'autres solutions compte tenu de ce contexte. Mais Elis se développe des superchargeurs. On a un superchargeur intéressant aujourd'hui qui, vous savez, l'implantation d'un superchargeur, souvent elle demande la mise en place de transformateurs, de tirer les câblages. Donc c'est ces opérations de génie civil qui sont assez coûteuses. Et Elis nous propose un superchargeur qui est constitué de batteries. À terme, on pourra même recycler des batteries pour le mettre, donc des batteries normales. Donc on a la possibilité de recharger, ça prend un peu plus. Donc on ne peut pas avoir l'utilisation 24 heures sur 24, mais on peut avoir, qu'est-ce qu'on a Laurent, 15-16 heures par jour possible. Oui, on a 200 kWh de capacité. Voilà. Donc on a la capacité de traiter ce genre de solutions. Ça fait partie des innovations du groupe Elis. On a aussi des robots chargeurs, donc ils vont pouvoir aussi faciliter le traitement de la recharge sans avoir à prendre le gun, le mettre dans la voiture. Donc on a déjà, et ça c'est en place aujourd'hui, on a déjà des systèmes où on parlait de carte de crédit, entre guillemets, aujourd'hui on a déjà des systèmes sous réserve que le fournisseur de bornes respecte les normes, où en fait le dialogue entre la voiture et la borne de recharge permet de faire le paiement sans aucune autre forme de manipulation. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels cette entité travaille et nous permet d'accélérer. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est le succès des concepts de l'écologie pour le véhicule, quoi, hein. C'est vraiment l'écosystème, quoi. Et donc maintenant, quand je vais voir une Volkswagen, enfin une voiture, même pas forcément une Volkswagen, je vais réfléchir, enfin, je vais voir tout de suite avec la voiture tout ce qui est autour, quoi. Je peux voir évidemment le réseau électrique, je vais voir les bornes de recharge, je vais voir les batteries, je vais voir les logiciels, je vais voir les nouveaux concepts de mobilité, et je trouve ça tout à fait passionnant. Donc je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir introduits dans ce nouveau monde.